Un convoi de 57 camions traverse une route déserte, juste à la frontière togolaise. À première vue, rien d'inhabituel. Mais sous les sacs de farine et les caisses de lait, des armes lourdes, des roquettes et des missiles marqués du code 2023 sont dissimulés. En moins de 2 heures, ce convoi, apparemment anodin, se transforme en un test de résilience pour l'État burkinabé. Cette opération, menée avec une précision millimétrée, pose une question cruciale. Comment un pays peut-il être attaqué sans un seul coup de feu, simplement par la maîtrise de ses flux logistiques? Et plus encore, quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette séquence décisive? À première vue, cette saisie de camions ne semble qu'une autre opération contre le trafic de marchandises illégales. Mais en y regardant de plus près, on réalise que ce n'est pas simplement une contrebande. C'est une démonstration de la vulnérabilité d'un pays camouflé sous la routine logistique. En stoppant ce convoi, Ibrahim Traoré ne fait pas que saisir des armes. Il engage un jeu complexe où la souveraineté nationale est mise à l'épreuve. Les enjeux dépassent l'opération de sécurité. Il s'agit de comprendre comment un réseau externe peut manipuler la géopolitique du Sahel, exploitant des failles invisibles dans les systèmes de contrôle. La promesse de cette enquête est de dévoiler non seulement la manière dont ces flux ont échappé à la vigilance, mais aussi d'identifier ce qui se cache derrière cette sophistication. Que se passe-t-il lorsque des menaces invisibles, tactiques et coordonnées tentent de tester la capacité d'un pays à défendre sa propre sécurité sans affrontement direct? Ibrahim Traoré a pris la décision de répondre à cette question. À première vue, l'interception de 57 camions pourrait sembler être une simple saisie d'armes de contrebande. Cependant, dès que les premiers camions sont arrêtés, il devient clair que l'affaire est bien plus complexe. La cargaison cachée sous des sacs de farine et des caisses de lait n'était pas simplement un trafic de marchandises, mais un test minutieusement orchestré. Le premier camion, comme les suivants, révèle une organisation logistique qui dépasse largement un simple réseau criminel local. Les chauffeurs, qui ne se connaissent pas, ont suivi des itinéraires différents, mais tous convergent vers un point commun à une heure précise. Le créneau entre 3h45 et 4h20, garanti par les instructions données aux chauffeurs, témoigne d'une maîtrise du terrain, non pas par la force brute, mais par la gestion des horaires et des flux. Cette synchronisation parfaite ne peut être le fruit du hasard. Ce qui a commencé comme une saisie de routine est en train de devenir une enquête complexe sur la capacité de l'État à repérer une menace dissimulée dans la normalité. Ibrahim Traoré suit chaque étape de l'opération avec une attention particulière, conscient de l'enjeu bien au-delà de la saisie d'armes. Le renseignement se fait à travers des détails qui, isolés, semblent anodins, mais qui, réunis, révèlent une menace systémique, une tentative d'ingérence géopolitique dans un pays fragile, au cœur du Sahel. Les premières découvertes sur la structure du réseau transnational qui a orchestré cette opération révèlent non seulement la profondeur de l'infiltration, mais aussi l'ampleur de l'échec des systèmes de surveillance existants. Cette crise, qui aurait pu se limiter à une simple saisie d'armes, se transforme en un défi pour la souveraineté et la résilience de l'État burkinabé. L'enjeu n'est plus seulement de stopper une opération criminelle, mais d'en comprendre la portée et d'identifier les véritables acteurs derrière cette menace invisible. Au cœur de cette affaire se trouve un homme clé, le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries. Expérimenté, il est habitué à repérer les anomalies sur les routes, là où d'autres ne voient que des transactions ordinaires. C'est lui qui, dès les premiers signes de perturbation, pressent le danger. En observant les camions traversant la frontière, il perçoit immédiatement que cette cargaison ne relève pas d'une simple contrebande. Il reconnaît les signes d'une opération planifiée, trop structurée pour être un hasard. Là où certains voient une simple surveillance de routine, Kaboré voit un schéma qu'il connaît bien. Un réseau organisé, opérant dans l'ombre, visant à tester les capacités de réaction de l'État. Sans hésiter, il alerte ses hommes et met en place une équipe discrète pour intercepter le passage des camions. Son instinct, forgé par des années d'expérience, lui dit que chaque minute compte. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter un convoi, mais de comprendre la menace qui se cache derrière lui. Le premier camion est stoppé, puis le deuxième et le troisième suivent rapidement.
À chaque interception, Caboret et son équipe prennent conscience de la portée de ce qu'ils ont devant eux. Ce n'est pas un trafic ordinaire, mais bien un test géopolitique à grande échelle. L'impact de ces actions est immédiat. Non seulement il protège les frontières, mais il aide aussi à dévoiler une menace beaucoup plus vaste qu'un simple réseau criminel. Cette prise de conscience marque un tournant pour l'équipe de Caboret, qui en quelques minutes transforme une simple vigilance en une véritable barrière contre une crise naissante, avant même qu'elle n'explose. L'interception des camions marque le début d'un enchaînement d'événements qui va rapidement échapper à tout contrôle. Les premiers indices montrent que cette opération n'était pas un coup d'essai, mais une manœuvre minutieusement planifiée. Dès l'immobilisation du premier camion, un détail frappant émerge, la cargaison, cachée sous des sacs de farine et des caisses de lait, cache des armes et des munitions soigneusement emballées, encore marquées de code de 2023. Ce n'est pas la nature des objets saisis qui interpelle, mais leur organisation. Chaque caisse est identique, chaque compartiment scellé de manière uniforme, et tout est préparé pour passer inaperçu. Alors que les enquêteurs continuent de fouiller les camions, les premiers éléments révèlent une stratégie audacieuse. Le nombre de camions interceptés commence à augmenter, passant de 3 à 5, puis 10, chacun apportant son lot de nouvelles informations. Les chauffeurs, interrogés individuellement, révèlent que leurs itinéraires ne se croisent pas au hasard. Chacun d'eux a été briefé sur une partie de l'itinéraire, mais aucune des instructions qu'ils ont reçues ne couvre l'ensemble du trajet. Cette fragmentation des informations, volontairement orchestrée, empêche toute fuite d'informations et garantit que personne n'a la vue d'ensemble du plan. Les enquêteurs comprennent alors que ce convoi n'est qu'une partie d'une opération bien plus vaste. Les traces laissées par les camions, notamment les points de contrôle évités et les itinéraires empruntés, révèlent une préparation méticuleuse. À ce stade, il devient évident que ce qui semblait être une simple tentative de trafic de marchandises est en réalité un test pour évaluer la capacité de l'État à détecter une menace. Ce réseau transnational, dont les acteurs restent encore inconnus, a conçu une opération pour échapper au radar en utilisant la logistique ordinaire comme couverture. Les informations récoltées suggèrent qu'un acteur extérieur, avec des moyens considérables, teste la résilience du Burkina Faso en utilisant une méthode qu'il souhaite reproduire ailleurs. L'objectif n'est pas simplement de faire passer des armes, mais de comprendre comment un État peut réagir face à une ingérence invisible qui se dissimule dans la routine de la vie quotidienne. Le pays est confronté à une situation bien plus complexe que la simple saisie d'armes. Il s'agit d'un test sur la capacité de l'État à repérer et à répondre à une menace d'une manière totalement nouvelle. Le créneau horaire précis mentionné par les chauffeurs, entre 3h45 et 4h20, devient l'un des éléments clés de l'enquête. Ce détail, qui au départ semblait anodin, indique une maîtrise du terrain, et peut-être même des connaissances internes des systèmes de contrôle. L'aspect temporel de l'opération révèle qu'une personne ou un groupe savait exactement quand les routes seraient les plus sûres pour faire passer un convoi aussi vaste. La question qui se pose alors est: comment un réseau a-t-il eu accès à cette information ? Et pourquoi ce créneau horaire précis ? Avec chaque nouvelle interception, le puzzle se complète lentement. Ce qui était un simple contrôle de routine se transforme en une opération stratégique de grande envergure. Le nombre croissant de camions, la précision des itinéraires, la fragmentation des instructions et la synchronisation parfaite des horaires indiquent que cette ingérence est bien plus qu'un simple trafic de contrebande. Cette révélation marque un tournant dans l'enquête en transformant un simple incident en un enjeu de souveraineté nationale. Les révélations sur le convoi de 57 camions ne se limitent pas à des informations qualitatives. Elles sont appuyées par des données qui changent complètement la compréhension de l'opération. Dès les premières saisies, les enquêteurs constatent un détail significatif. La valeur estimée de la cargaison interceptée atteint les 700 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas simplement une estimation, il indique un investissement massif dans une opération qui dépasse largement le cadre d'un trafic de marchandises. Une telle somme
implique des acteurs puissants, bien organisés et une intention de déstabilisation à long terme. Ce n'est pas un trafic opportuniste, mais un projet calculé dont les objectifs ne se limitent pas à la simple circulation d'armes. À mesure que l'enquête progresse, les preuves s'accumulent. Le premier facteur révélateur est la quantité d'armements saisis. Roquettes, missiles, armes lourdes et munitions, toutes soigneusement emballées et marquées de codes récents. Ces armes ne sont pas là par hasard. Chaque type d'arme, chaque modèle de missile, indique que cette cargaison n'a pas été assemblée de manière dispersée. Il y a une logique derrière chaque choix d'équipement, une intention précise de constituer une force de frappe discrète, prête à être déployée au moment opportun. Les chauffeurs, interrogés en détail, révèlent une autre pièce essentielle du puzzle. Ils n'ont pas seulement transporté de l'armement, mais ont été envoyés avec des instructions claires et précises sur les horaires. Le créneau horaire crucial entre 3h45 et 4h20 est un autre indicateur clé. Ce détail en apparence anodin suggère une maîtrise des contrôles frontaliers et une anticipation des failles dans le système de surveillance de l'État. L'ingénierie temporelle de cette opération démontre non seulement une organisation sans faille, mais aussi une connaissance intime du terrain. En outre, les enquêteurs ont découvert que ce n'était pas le seul réseau en opération. D'autres traces ont montré que plusieurs itinéraires convergents étaient utilisés pour d'autres cargaisons dans la même fenêtre temporelle. Cela indique une coordination parfaite, un système logistique complexe et un plan préétabli pour éviter les contrôles. Les enquêteurs, au fur et à mesure des arrestations, croisent les informations des différents chauffeurs qui, malgré leur ignorance partielle du plan global, témoignent tous de la même structure. Des instructions fragmentées, des itinéraires cloisonnés et des consignes strictes sur le moment où et où ne pas être vu. Ce système de sécurité interne limite la possibilité d'une fuite de renseignements et assure une couverture totale du réseau. La découverte de téléphones portables contenant des messages codés entre les opérateurs logistiques confirme que l'opération est bien plus qu'un simple trafic de marchandises. Ces données quantitatives changent l'angle de l'enquête. Ce n'est plus un simple coup de filet contre un réseau de contrebande. C'est un test global de la capacité de l'État à détecter et à déjouer une opération géopolitique menée dans l'ombre. La valeur des armes, la précision des horaires, la coordination des itinéraires et la technologie utilisée pour dissimuler l'opération montrent qu'il s'agit d'une tentative consciente de tester les capacités de réaction du Burkina Faso face à une menace invisible mais précise. Dans toute enquête, il est essentiel de confronter les faits avec les perspectives opposées pour mieux en comprendre les implications. Deux théories se sont rapidement dessinées dans les cercles d'analyse autour de l'affaire du convoi intercepté. La première, défendue par certains observateurs internationaux, réduit cette saisie à un simple trafic d'armes, amplifié par une mise en scène politique. Selon eux, le Sahel étant une région bien connue pour ses réseaux de contrebande, l'interception de ce convoi n'aurait rien d'exceptionnel. D'après cette lecture, les autorités burkinabées auraient intérêt à exagérer l'ampleur de l'incident pour justifier un durcissement de leur politique sécuritaire et pour renforcer leur légitimité interne. Pour ces analystes, la saisie des armes ne serait qu'une variation sur un phénomène de contrebande bien ancré dans la région, sans dimension géopolitique particulière. La seconde thèse, plus technique, admet certes l'ampleur de la saisie, mais la rattache à des réseaux criminels transnationaux, sans intention politique directe. Les armes, d'après cette lecture, seraient le résultat de failles frontalières exploitées par des groupes organisés profitant de la demande croissante en armement dans la région. Les chauffeurs, les itinéraires et la fragmentation des informations seraient ainsi des méthodes classiques du grand banditisme, et non des stratégies géopolitiques avec des objectifs étatiques précis. Pour ces partisans, la précision des horaires et la coordination des camions ne seraient que des pratiques logistiques sophistiquées, mais n'indiqueraient pas une manœuvre d'ingérence étrangère ou une manipulation de la souveraineté du Burkina Faso. Cependant, ces deux théories se heurtent à plusieurs faits concrets. Le volume du convoi,
avec ses 57 camions, dépasse les standards habituels du trafic de contrebande. Un tel volume ne correspond pas à une simple opération opportuniste. Il implique une infrastructure complexe, une organisation coordonnée et des moyens financiers considérables. De plus, la précision des horaires et la fragmentation des itinéraires suggèrent une planification militaire bien plus sophistiquée qu'une simple opération criminelle. Un réseau criminel classique ne chercherait pas à attirer l'attention en envoyant un convoi aussi visible. Les données recueillies, notamment les codes de date sur les armes et les détails sur les itinéraires, indiquent que l'objectif n'était pas seulement de livrer des marchandises illicites, mais de tester la capacité de l'État à détecter et à répondre à une menace invisible intégrée dans la routine logistique. Ces éléments suggèrent qu'une puissance extérieure pourrait être derrière cette opération, cherchant à évaluer la vulnérabilité du Burkina Faso face à une attaque indirecte par la maîtrise des flux plutôt que par la violence brute. La révélation clé survient à ce moment précis. Ce convoi, loin d'être une simple opération de trafic, n'est qu'une partie d'un système beaucoup plus vaste, destiné à tester la résilience de l'État burkinabé. Le point pivot de l'enquête est le moment où les enquêteurs découvrent que la convergence des camions, avec une précision presque militaire, ne peut être le fruit du hasard. Le créneau horaire, défini à l'avance entre 3h45 et 4h20, devient le révélateur crucial. Ce n'est pas simplement une question d'itinéraire ou de cargaison, c'est la maîtrise d'un moment clé. Un moment où le contrôle des frontières est minimisé. Les premières découvertes indiquent que ce convoi n'était qu'un test pour évaluer la capacité de réaction de l'État face à une menace invisible dissimulée sous une couverture logistique quotidienne. Cette prise de conscience modifie le cours de l'enquête. Ce qui semblait être un simple incident devient une alerte géopolitique. Un réseau extérieur a orchestré cette opération pour sonder la vulnérabilité du pays. Plus important encore, cela indique que cette méthode pourrait être reproduite ailleurs, sur d'autres frontières, dans d'autres pays du Sahel. À ce stade, l'enquête dépasse la simple saisie d'armes. Elle devient un enjeu de souveraineté nationale, où la vigilance et la réactivité de l'État burkinabé sont mises à l'épreuve. L'impact de cette opération dépasse rapidement le cadre d'une simple saisie d'armes. Ce qui aurait pu être perçu comme une simple interception de contrebande se transforme en une véritable crise de souveraineté nationale, mettant en lumière les failles de sécurité du Burkina Faso et, par extension, de la région du Sahel. L'opération est menée avec une précision militaire et désormais vue sous un autre angle, un test minutieux de la capacité du pays à détecter et à réagir face à une menace dissimulée dans la routine logistique. Le premier résultat tangible de cette interception est l'impact immédiat sur la perception du gouvernement de Ibrahim Traoré. La saisie de 700 millions de dollars d'armement et de munitions ne se contente pas de démontrer l'étendue d'un trafic organisé. Elle révèle l'existence de réseaux transnationaux prêts à exploiter les vulnérabilités des frontières du pays. Chaque camion intercepté et chaque fragment d'information collecté fournissent un aperçu sur l'ampleur du défi auquel l'État est confronté. Cette crise ne se limite pas à un simple incident. Elle met en lumière l'absence de structures de sécurité efficaces face à des menaces sophistiquées. Les répercussions de cette opération ne se limitent pas au seul Burkina Faso. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont pris immédiatement conscience du danger que représente cette ingérence extérieure. Le Sahel, déjà en proie à des tensions politiques et sécuritaires, se trouve ainsi confronté à une nouvelle forme de guerre, où la menace ne se manifeste plus par des affrontements directs, mais par des attaques indirectes, discrètes et coordonnées. Cette prise de conscience accélère une collaboration renforcée entre les pays de la région pour contrer ces réseaux criminels transnationaux. Pour Ibrahim Traoré, la saisie représente à la fois un défi immédiat et une opportunité de montrer la résilience de son gouvernement. Si l'opération a révélé les faiblesses du système de sécurité, elle a également offert au gouvernement l'occasion de réagir rapidement et de démontrer sa capacité à défendre la souveraineté nationale face à une attaque invisible. Ce geste a non seulement renforcé la légitimité politique de Traoré,
mais a également galvanisé le soutien populaire, qui voit dans cette crise une occasion de se rassembler autour d'un objectif commun, la protection de l'intégrité du pays. Cependant, les implications de cette saisie vont bien au-delà des frontières nationales. La communauté internationale commence à prêter attention à cette crise, reconnaissant que l'approche du Burkina Faso face à une menace indirecte pourrait offrir un modèle pour d'autres pays confrontés à des situations similaires. Les puissances occidentales, traditionnellement perçues comme les principaux acteurs de la stabilité régionale, commencent à revoir leur approche, prenant acte du rôle croissant du Burkina Faso dans la défense de sa propre souveraineté. Cette opération s'inscrit donc dans un cadre plus large de redéfinition des rapports de force dans le Sahel. Le Burkina Faso, bien qu'encore fragile, devient un acteur clé dans la lutte contre l'ingérence extérieure et les réseaux transnationaux qui cherchent à déstabiliser la région. L'enjeu n'est plus seulement de saisir des armes, mais de comprendre comment l'État peut renforcer sa sécurité intérieure tout en préservant sa souveraineté face à des forces extérieures invisibles mais puissantes. L'interception du convoi et les événements qui en ont découlé ont placé le Burkina Faso à un tournant critique de son histoire. Alors, 3 scénarios distincts se profilent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des défis et des opportunités pour le pays. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une réaction rapide et efficace du gouvernement, soutenue par la solidarité régionale. Dans ce cadre, le Burkina Faso parvient à renforcer sa sécurité intérieure en tirant parti de la crise pour moderniser ses infrastructures de surveillance, notamment avec l'introduction de technologies avancées telles que les drones et les systèmes de reconnaissance faciale. Cette réactivité renforce l'image du gouvernement de Ibrahim Traoré comme un acteur déterminé, capable de défendre la souveraineté nationale face à des menaces invisibles. De plus, en consolidant ses alliances avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, et en cherchant à diversifier ses partenaires internationaux, notamment avec des puissances émergentes telles que la Russie, la Chine et la Turquie, le Burkina Faso pourrait non seulement améliorer sa sécurité, mais aussi ses relations diplomatiques et économiques dans la région. Dans un scénario plus nuancé, bien que le Burkina Faso réussisse à stabiliser la situation, le pays reste vulnérable à des influences extérieures et à des tensions internes. Si l'État parvient à éviter une crise immédiate, il pourrait se retrouver confronté à des défis politiques internes, notamment une opposition croissante concernant l'autorité militaire et la gestion des ressources. Le gouvernement pourrait être obligé de faire face à des désaccords sur la direction de la politique sécuritaire, en particulier en ce qui concerne le rapprochement avec des partenaires non occidentaux. Cela pourrait engendrer des tensions avec les puissances occidentales qui pourraient imposer des sanctions économiques ou diplomatiques, isolant davantage le Burkina Faso sur la scène internationale. Le scénario le plus sombre, cependant, envisage une situation où des forces extérieures, peut-être alliées à des acteurs internes, exploitent les vulnérabilités du pays pour créer une nouvelle crise. Ce scénario prévoit une contre-offensive discrète visant à déstabiliser les réformes en cours et à exacerber les tensions sociales et économiques internes. La propagation de la désinformation et des campagnes de propagande pourraient être utilisées pour attiser les divisions et créer un climat de méfiance. Dans ce contexte, le Burkina Faso pourrait paradoxalement renforcer sa résilience nationale en consolidant l'unité nationale et en réaffirmant sa souveraineté face à des menaces extérieures. Dans tous ces scénarios, le Burkina Faso devra naviguer avec prudence et prendre des décisions stratégiques sur le long terme. La direction prise par le gouvernement dans les mois à venir aura des répercussions durables sur la stabilité et la sécurité du pays dans un Sahel en constante évolution. L'opération d'interception et ses conséquences ne sont pas simplement un enjeu pour le gouvernement ou les forces de sécurité, mais un véritable test pour la société burkinabé dans son ensemble. Au-delà de la politique et de la stratégie, cet événement a des répercussions profondes sur le quotidien des citoyens. La prise de conscience collective que la sécurité nationale ne repose pas uniquement sur les épaules de l'État, mais également sur la vigilance de chaque citoyen, devient plus évidente. En effet, la crise a permis de réaffirmer l'importance de la solidarité et de l'engagement commun.
L'opération met en lumière que chaque membre de la société burkinabé a un rôle crucial à jouer dans la préservation de la souveraineté nationale. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes générations qui se retrouvent au cœur de ce renouveau de l'unité nationale. Ils sont témoins d'une nouvelle forme d'engagement civique où leur rôle dépasse la simple participation à la vie politique. Le Burkina Faso, avec son histoire récente, se voit offrir une occasion unique de renforcer son identité collective, en associant tous ses citoyens à la défense de la nation. La prise de conscience que chaque individu, par sa présence et son engagement, peut avoir un impact sur la sécurité de son pays, devient une réalité tangible. Le soutien populaire se renforce également grâce à la manière dont le gouvernement a géré la crise. Ibrahim Traoré, en prenant des décisions rapides et efficaces, a montré sa détermination à protéger son pays contre les menaces invisibles. Les autorités ont également mis en place des initiatives pour sensibiliser la population à la sécurité nationale, à travers des programmes éducatifs et de mobilisation sociale. Ce soutien, qui émane directement du peuple, est essentiel pour maintenir la stabilité à long terme. Ainsi, le rôle de chaque Burkinabé dans la construction de la résilience nationale devient fondamental. Ce moment de crise n'est pas simplement un tournant politique, mais un appel à l'action collective, où la société burkinabé se rassemble autour d'un objectif commun, la défense de la souveraineté nationale. Face à la crise actuelle, le Burkina Faso doit impérativement adopter une stratégie claire pour renforcer sa sécurité nationale et assurer sa résilience à long terme. La première étape consiste à moderniser les infrastructures de surveillance aux frontières. Le pays doit investir dans des technologies de pointe telles que les drones, les caméras à haute définition et les systèmes de détection automatisés. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, offrant ainsi la possibilité de détecter rapidement toute tentative d'infiltration ou de contrebande avant qu'elle n'atteigne son objectif. Alors, la formation continue des forces de sécurité sur l'utilisation de ces outils est tout aussi cruciale pour assurer leur efficacité. Ensuite, le Burkina Faso doit renforcer la coopération régionale. Il est essentiel de mettre en place un cadre de collaboration plus solide avec les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel. Un réseau de renseignement régional intégré, où les informations de sécurité sont partagées en temps réel, serait un atout majeur. Cette coopération permettra d'identifier rapidement toute tentative d'ingérence ou de déstabilisation et d'y répondre de manière coordonnée. La révision des procédures judiciaires et la lutte contre la corruption sont également des priorités. Le pays doit mettre en œuvre des réformes profondes pour assurer la transparence et la responsabilité au sein des institutions. Cela inclut un contrôle rigoureux des ressources publiques, notamment celles allouées à la sécurité, ainsi qu'une gestion plus stricte des contrats d'État. La corruption, si elle n'est pas combattue de manière systématique, pourrait affaiblir toute tentative de renforcer la sécurité nationale. Enfin, la sensibilisation et l'éducation civique doivent être au cœur de l'effort national. La population doit être informée sur l'importance de la souveraineté et de la vigilance collective. Des programmes éducatifs à grande échelle sur la détection des menaces, la vérification des informations et la participation à la sécurité communautaire renforceront le rôle des citoyens dans la protection du pays. En mettant en œuvre ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement renforcer sa sécurité intérieure, mais aussi renforcer sa position géopolitique dans un Sahel en pleine évolution. Au cœur de cette crise, un symbole fort émerge, la cloche forgée à partir des restes des armes saisies. Ce simple objet, transformé en un symbole puissant, incarne la résilience du peuple burkinabé. Il représente non seulement la vigilance collective, mais aussi la capacité de la nation à se défendre face à une menace invisible. Lorsque cette cloche sonne, elle réveille une prise de conscience chez chaque citoyen. La souveraineté du pays ne dépend pas uniquement des institutions, mais de l'engagement de chaque individu. C'est un appel à l'action, un rappel que la sécurité nationale est une responsabilité partagée, qui dépasse les frontières des gouvernements et des autorités militaires. Dans les rues, les villages et au sein des familles, ce symbole devient un vecteur d'unité nationale. Chaque Burkinabé, qu'il soit jeune
ou âgé, comprend que son rôle dans la défense du pays est crucial. L'État, par son action et sa réactivité, a montré qu'il est capable de protéger la nation, mais c'est avec le soutien de tous que cette protection peut être durable. La cloche sonne, mais elle résonne surtout comme un écho de l'engagement collectif. Ibrahim Traoré, entouré de son peuple, rappelle que la véritable victoire ne réside pas dans la saisie des armes, mais dans la capacité du pays à se dresser ensemble face à l'invisible. La cloche, en résonnant, marque le début d'une ère de vigilance commune. C'est cette unité, cette résilience collective, qui fera la différence à chaque étape de la route à venir. Le Burkina Faso a traversé une épreuve de taille, mais cette épreuve ne se résume pas à un simple test pour le gouvernement ou les institutions. Elle touche chaque citoyen, chaque membre de la société, qui a un rôle essentiel à jouer dans la défense de la souveraineté du pays. La résilience nationale ne se construit pas seulement dans les couloirs du pouvoir, mais dans les actions concrètes de chaque Burkinabé. Aujourd'hui, le pays a besoin de chacun de ses citoyens pour poursuivre le combat pour la sécurité et la stabilité. Engagez-vous activement dans votre communauté, devenez des sentinelles vigilantes de votre environnement. Que ce soit en partageant des informations fiables, en soutenant les initiatives locales de sécurité ou en participant à la sensibilisation sur l'importance de la souveraineté nationale, chaque geste compte. Ne laissez pas cette crise devenir un simple souvenir, faites-en un catalyseur pour un avenir plus solide, plus uni. Ibrahim Traoré a montré la voie, mais c'est à vous, à chacun de vous, de faire en sorte que cette victoire ne soit pas éphémère. Soyez l'acteur du changement, le défenseur de la souveraineté et un membre actif d'une nation résiliente.